l'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, est-il exact que l'Europe, ou en tout cas la Commission européenne, va se mêler de tous les services publics et va les supprimer pour les livrer à une concurrence sauvage? Donc, l'Europe veut la fin des services publics, si je vous entends bien, Jean-François. Ce procès est récurrent, particulièrement en France, pays où, chacun le sait, le service public est perçu par beaucoup comme un facteur et un symbole de la cohésion sociale du pays. Donc il faut y regarder d'un peu près parce que l'accusation, évidemment, est grave. Une définition du service public, pour commencer, définition très simple. Un service public, c'est une activité exercée directement par l'autorité publique, État, collectivité territoriale ou locale, ou sous son contrôle. Et ce, évidemment, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Bon, il y a des services publics partout en Europe, et ils fonctionnent sur la base de cette définition. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, un double constat s'impose. Premier constat, au niveau des États membres, il y a une grande diversité dans la conception du service public en termes d'organisation et de régulation des activités de service public, ceci étant lié évidemment à l'histoire du pays, sa construction territoriale de l'État-nation, ses traditions culturelles, etc. En gros, il y a deux conceptions. Une conception fortement juridique, que l'on qualifie d'organique, dans laquelle le service rendu est assimilé à l'entité publique qui le fournit, parfois en situation de monopole national. C'est, entre guillemets, le fameux service public à la française. On dit électricité, EDF, on dit SNCF, ferroviaire, etc. Et puis il y a une conception pragmatique, dite fonctionnelle, car elle s'intéresse avant tout aux missions, aux finalités. C'est une conception qui est très majoritaire en Europe. Deuxième constat. Au niveau de l'Union, l'expression de service public est remplacée par celle de service d'intérêt général, SIG, service d'intérêt général, défini comme service marchand et non marchand, que les autorités publiques considèrent comme étant d'intérêt général, c'est-à-dire nécessaire à la population, et qu'elles soumettent, qui est nécessaire de fournir à la population bien sûr, et qu'elles soumettent à des obligations spécifiques de service public. La liste des SIG, services d'intérêt général, n'est pas définitive, et un SIG peut être créé par les autorités publiques selon les besoins. Au sein de ces SIG, une distinction est faite entre les SIEG, services d'intérêt économique général, qui sont présents dès 1957 dans le traité de Rome, et qui sont des services de nature économique soumis à des obligations de service public en vertu d'un critère d'intérêt général. Ils correspondent à la vente de biens ou de services et couvrent un très large spectre d'activités. Ce sont les services de réseau, télécommunications, transport, énergie, poste, eau, assainissement, mais aussi les services bancaires de base, également la culture, la santé, le logement social, la formation professionnelle, ainsi que les régimes complémentaires de protection sociale et d'éducation non obligatoires. Ils sont soumis aux lois du marché et de la concurrence, à la condition que ces lois ne fassent pas échec à l'accomplissement de la mission particulière qui leur est impartie. C'est le fameux principe de primauté de l'accomplissement des missions d'intérêt général sur l'application des règles de concurrence et de marché intérieur. Je crois que cette phrase, il faudrait la redire 3 fois pour un certain nombre de détracteurs. Eh bien, redites-la alors, Daniel. Non, c'est vrai que c'est une phrase importante. C'est le principe de primauté de l'accomplissement des missions d'intérêt général sur l'application des règles de concurrence et de marché intérieur. La deuxième catégorie de SIG, ce sont les SNEIG, c'est-à-dire services non économiques d'intérêt général, dégagés par la directive service de 2006. Ils ne relèvent pas des règles de marché intérieur et de la concurrence. Ce sont les fonctions régaliennes de puissance publique, police, défense, état civil, justice, les régimes obligatoires de protection sociale, maladie, vieillesse, chômage, famille et d'éducation fondée sur la solidarité. L'Union européenne n'intervient pas dans les SNEIG. Je la redis ? Oui. L'Union européenne n'intervient pas dans les services non économiques d'intérêt général. Alors aujourd'hui, la Commission a identifié un autre type de SIG, de services d'intérêt général, qui sont les services sociaux d'intérêt général. Ça nous amènerait un petit peu loin. Mais alors on en était au SIEG, qui d'ailleurs en allemand veut dire aussi Sieg, victoire. Peut-être. Si, je vous jure. Très bien. Alors, c'est SIEG. Quelle place occupe-t-il dans le droit communautaire ? Dans le droit communautaire. Alors, les SIEG sont élevés, ça peu de gens le savent, au rang de valeur commune de l'Union.
sacralisé d'une certaine façon, en vertu du rôle qu'il joue dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union. C'est dans le traité d'Amsterdam, c'est dans la Charte des droits fondamentaux. Les autorités, les États, autorités nationales, régionales et locales, ont un rôle essentiel et un très large pouvoir discrétionnaire pour définir, organiser et financer les services d'intérêt économique général. Ça, c'est dans le traité de Lisbonne. Alors pour cela, ces autorités définissent clairement les objectifs de qualité, de sécurité, d'accessibilité, par l'égalité de traitement, la promotion de l'accès universel, etc., et les droits des utilisateurs. Ces autorités choisissent les moyens adaptés au bon accomplissement de la mission particulière, y compris, si elles s'avèrent nécessaires, justifier et proportionner des aides et subventions, des droits exclusifs ou spéciaux, et ces autorités ont le libre choix des modes de gestion internes, délégués ou autres. Enfin, les États membres ont la liberté du choix de type de propriété des entreprises. Le type de propriété des entreprises, c'est ce qu'on appelle le principe de neutralité. Alors, dans le cadre du grand marché intérieur, et pour harmoniser les dispositions nationales, des directives sectorielles ont ouvert certains SIEG à la concurrence, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, ils ont cassé un monopole. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et elles ont établi des objectifs communs au niveau donc, de l'Union en termes de définition d'un service universel. Cela concerne essentiellement les services dits de réseau, les télécommunications, c'est fait, ou c'est en train de se faire, la poste, c'est quasiment fait, tout le monde le sait, l'énergie, c'est quasiment fait aussi, ou ça se fait, et les transports ferroviaires, en 2019, le transport aérien viendra sans doute plus tard. Donc, pour revenir à votre question de départ, le droit communautaire ne constitue en rien une menace pour les services publics, puisque d'une certaine façon même, il les sacralise. Par contre, il oblige à repenser, voire à réformer, l'organisation du service public à la française. Et c'est là qu'est le problème pour les détracteurs.